Voilà, je pense que tout le monde est revenu, donc j'y vais. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Céline Nieuwenhuis. Donc elle est sociologue de formation. Vous la connaissez peut-être en tant que secrétaire générale de la Fédération des services sociaux. C'est donc une observatrice de premier plan des questions liées à la pauvreté et liées aux inégalités. Je rappelle d'ailleurs qu'aujourd'hui, je pense, si mes informations sont bonnes, c'est la journée mondiale de lutte contre la pauvreté. C'est demain, mais c'est demain. On est le 16, donc c'est le 17. On peut quand même en parler. Et donc certainement des actions auront lieu demain, notamment à Namur. Ah, mais voilà, je vois. Alors Céline compte parmi les experts qui conseillent les responsables politiques depuis le début de la crise sanitaire. Elle a pour ce faire siégé au sein du GEES, donc en charge du premier confinement, puis du GAMES, donc le groupe d'experts en charge de la sortie de crise. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a pris connaissance des paroles des participants et des participantes sur la question « Qu'est-ce qu'une vie normale ?» Elle va donc nous livrer un regard de là où elle a les pieds. Donc c'est un regard situé, c'est un éclairage parmi d'autres. On aura d'ailleurs l'occasion d'en découvrir deux autres cet après-midi. Vous dire aussi que pour ceux qui le souhaitent, vous avez, je suppose que c'est ce petit papier-là, le petit papier jaune ici, pour y noter une réaction éventuelle ou une question que vous souhaitez poser à Céline. Et on vous demandera donc à la pause alors de nous rendre vos questions, vos réactions, et on aura alors l'occasion de les poser à Céline dans un temps d'échange qui aura lieu après la pause. Voilà, merci. Merci. Je sais pas. Ah oui, la caméra est là. Donc bonjour à tous et bonjour à ceux qui sont à côté. Voilà, on est créatif, hein, c'est bien. Mais donc peut-être aussi dire que je suis assistante sociale formée à l'Institut Cardaigne d'ailleurs. Donc j'ai d'abord fait mes études d'assistante sociale et puis de sociologie sur le site de l'UCL. J'ai travaillé comme assistante sociale sur le terrain et puis voilà, les choses ont fait que j'ai travaillé beaucoup sur les questions de travail social après le terrain, et on continue à la Fédération des services sociaux évidemment, c'est vraiment le cœur de notre réflexion, c'est les vulnérabilités et le travail social évidemment. Bon, très difficile de décider ce que j'allais vous dire et ne pas vous dire. Parce qu'en lisant la synthèse de vos travaux, il y a énormément de thématiques qui sont abordées. Donc quand j'ai regardé ça, c'était un peu la panique. Je me suis dit, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je ne dis pas, comment je trie. Et surtout, ce qui est toujours intéressant, c'est le moment d'échange après. Donc je vais essayer de ne pas être trop longue. Et puis voilà, on n'abordera pas tout. Je vais essayer de parler de mon expérience aussi, de ce qui, moi, m'a frappé pendant cette crise, à partir du regard qui était le mien, c'est-à-dire à partir d'un regard qui porte une attention particulière aux précarités en général, et à partir d'une position où je me suis retrouvée confrontée à des lieux de décision que je ne connaissais pas. Voilà, c'est toujours difficile de ranger son regard de sociologue dans sa poche. Et donc c'est vrai que tout au long de la crise, j'ai été amenée à observer la manière dont les choses se déroulaient, ce qui portait attention au gouvernement, ce qui ne portait pas attention, et comment on parvenait ou pas à faire place à la question des précarités et des vulnérabilités dans une gestion de crise. Peut-être commencer par dire, par rapport au titre, une vie normale, c'est quoi ? Eh bien, ma première réaction, ça a été de dire une vie normale, c'est quoi et pour qui ? Je pense qu'il y a toute une série de personnes pour qui la vie d'avant-crise n'était déjà pas une vie désirable. Et en tout cas, de mon point de vue, s'il existe une normalité, n'est pas en tout cas la normalité que je désire pour la société. Ce n'est pas en tout cas, si on prend le mot normalité à partir du terme norme, pour beaucoup trop de gens, pour moi, la vie d'avant la crise, et quand je dis pour moi, c'est pour nous, pour les travailleurs sociaux et ce qu'ils observent sur le terrain, n'était déjà pas une vie conforme à une norme. Et quand je dis norme, c'est en lien avec la dignité humaine, évidemment,
parce que pour moi, le socle de la société était déjà beaucoup trop fragile. Donc il y a trop de gens qui avaient basculé. Donc, si on imagine comme ça un socle où on se dit, voilà, dans nos sociétés relativement riches, en tout cas qui produit pas mal de richesses, on peut imaginer qu'on construit ensemble un socle sur lequel on met la société, et puis certains accidents de la vie font que les gens basculent de ce socle. Mais là, le socle était devenu de plus en plus petit. Les gens étaient donc entassés de plus en plus nombreux dessus. Mais il y a beaucoup de gens qui étaient de facto exclus de ce socle. Et donc déjà avant la crise, on tirait la sonnette d'alarme sur pas mal d'aspects. Alors je pense à la précarité, mais je pense aussi aux vulnérabilités. Il y a la question de la santé, de la prévention, qui a été vraiment désinvestie depuis des années, des années, des années. On est vraiment un pays qui investit assez peu en fait dans la prévention des maladies, de la santé. On investit beaucoup dans le curatif. Et on voit l'effet que ça a eu pendant la crise. Le fait que, si on regarde dans les chiffres, Andrea Rea est en train de réaliser du GERM à l'ULB, est en train de réaliser une étude très très intéressante sur inégalité et Covid. Et on voit à quel point le virus a vraiment touché les personnes les plus précaires. Parce que souvent la précarité du portefeuille va avec la précarité de santé. Et donc si on regarde les taux de contamination, mais d'hospitalisation et de décès dans les communautés, alors je dis les communautés parce que lui avait un focus sur les... Souvent, vulnérabilité, migration, tout ça va un peu ensemble, mais si on voit les taux de contamination, mais aussi d'hospitalisation dans des communautés d'origine étrangère qui sont arrivées récemment, ou moins récemment, mais surtout c'est l'arrivée récemment, on voit bien que c'est un virus qui ne touche pas de manière égale tout le monde. Donc comme je le disais, la normalité d'avant la crise, elle était déjà insatisfaisante sur ces questions-là. Et alors, je trouve aussi sur les questions de la gestion de la vieillesse dans nos sociétés, on est quand même avant la crise, certaines mutuelles, et entre autres la mutualité chrétienne, disaient déjà à quel point le modèle des maisons de repos était un modèle qui n'allait pas pouvoir tenir le coup sur la durée, hein, vu qu'on est dans des sociétés vieillissantes et que c'est un modèle qui produit aussi beaucoup de solitude et beaucoup d'autres difficultés. Alors, on voit qu'on a privatisé quand même une grosse partie de la gestion de la vieillesse, ce qui pose évidemment toute une série de questions. Hein. On sait bien que les maisons de repos privées doivent avant tout satisfaire, pas leurs pensionnaires, mais leurs actionnaires. Et donc voilà, on était sur un terrain fragile et puis la crise est arrivée. Et je pense que, comme je le disais, à la fois la normalité était insatisfaisante pour une série de personnes, mais la normalité est très satisfaisante pour une série d'autres personnes. Hein, donc il y a en effet une série de personnes pour qui le retour à la vie d'avant est tout à fait désirable, parce que c'est une vie voilà, on voit que les écarts entre les riches et les pauvres sont de plus en plus importants. Et donc il y a des personnes qui sont protégées dans nos sociétés, protégées de la précarité, protégées par rapport à leur santé. On l'a vu aussi pendant la crise. Hein, une série de personnes ont vécu dans des situations qui rendaient le confinement beaucoup moins problématique et difficile. Donc je pense qu'il faut être prudent quand on parle de la normalité. Et comme je le dis, c'est la normalité pour qui ? Ça, c'est une première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que quand on parle de résilience, qui est un mot très à la mode aujourd'hui, hein, on dit il faut être résilient dans les crises. La résilience, c'est pas en fait, si on regarde la définition de la résilience, ce n'est pas la capacité des systèmes à revenir à une situation antérieure. C'est pas ça la résilience. La résilience, c'est vraiment la capacité à vivre les crises en allant et en profitant pour redéfinir ensemble ce qui est désirable pour nous. Et on voit bien que plus une société est vulnérable, plus une société est inégalitaire, plus elle est vulnérable. Et donc, les crises, finalement, viennent nous questionner sur qu'est-ce qu'on fait de toutes ces vulnérabilités de santé, de portefeuille, de santé mentale, de décrochage scolaire, de mal logement. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces vulnérabilités si on décide que cette crise n'est probablement qu'une grande répétition? Moi, je dis que c'est une grande répétition générale d'autres crises qui viendront. On est un peu en crise perpétuelle. Hein. Il y a eu la crise financière. Et puis, en fait, chaque fois, on est dans des crises. Et alors,
on dit attendez, on ne va pas bouger les systèmes parce qu'on est en pleine crise, c'est pas le moment, il faut prendre des décisions d'urgence, et puis finalement, on est toujours en pleine crise, donc peut-être qu'il faudrait se demander comment, au cœur des crises, on décide de modifier les systèmes. Comment, au cœur des crises, le politique peut prendre des décisions courageuses qui tiennent compte de ce que ces crises ont révélé des vulnérabilités de nos sociétés. Des vulnérabilités, je le répète, il n'y a pas que les vulnérabilités socio-économiques, mais souvent les vulnérabilités se cumulent, socio-économiques, de santé, de mal logement, de mal alimentation. Et donc voilà, je pense que ce qui est important, c'est de se dire, en tout cas, aujourd'hui, selon nous, l'urgence n'est pas de dire quand est-ce qu'on revient à la normale, parce que non seulement la normale n'est pas désirable, mais le monde nous a quand même donné un signal assez fort que notre normalité mettait un peu en péril beaucoup de choses. Et donc comment est-ce qu'on se remet d'accord collectivement sur la manière dont on veut vivre pour à la fois protéger nos vulnérabilités, et puis quand je dis nos vulnérabilités, c'est aussi celle de la planète, ça veut dire comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour vivre autrement, quand le monde nous envoie un signal aussi majeur que cette crise du Covid nous a envoyé, qui nous dit, les amis, il est temps de faire autrement que de vivre à court terme. Alors j'ai vu que vous alliez parler de Latour cet après-midi, dans un de ses livres que j'ai lu récemment. Il disait qu'en fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a toute une série de populations qui ont décidé de vivre à court terme. On pense à Trump aux États-Unis qui dit mais moi, l'avenir de la planète, ça ne me concerne même plus, en fait. Ça ne m'intéresse même plus. Moi, avec ma richesse, je peux me protéger de tout ce que la planète va vous faire subir. Les crises, la sécheresse... Et tout ce que le monde va vivre ne m'intéresse même plus, les accords climat, tout ça ne m'intéresse pas. Donc c'est dire, on en est à un point où des dirigeants aussi puissants peuvent dire, en fait l'avenir de la planète, en fait ça ne me concerne pas, parce que je n'en subirai pas les conséquences. Et effectivement, les conséquences, qui les subit, les pays les plus pauvres, déjà dans nos villes et dans nos pays, qui vivent quelque part en plein cœur la crise environnementale et les crises climatiques, c'est les personnes les plus précaires. Qui vit si on regarde par exemple la situation à Bruxelles, les quartiers avec le plus de pollution, le moins d'espace vert, les logements les moins isolés, tout ça, ce sont les personnes les plus précaires. On a toute une série de populations qui aujourd'hui peuvent aussi se prémunir de certaines choses en mangeant bio, en allant au marché bio, etc. En fait, c'est vraiment pas du tout accessible à toute une série de personnes. Et donc on voit que des populations sont dans des situations de mal logement, de mal alimentation, parce que la bonne alimentation coûte en fait assez cher ou prend beaucoup de temps. Et donc, comme je dis souvent, l'autre jour, j'étais encore... je vois dans mon quartier à Bruxelles, à Scarbeck, un quartier assez dense, je vois des publicités sur la place, sur l'arrêt de bus, de lasagne, je pense, pour moins d'1 € en promotion au Lidl. Je me suis dit que si j'étais mère seule, avec 3 enfants, que je travaillais tard le soir et que je vivais dans un petit logement, je courrais en acheter et remplir mon congélateur. Et ça, je trouve que c'est vraiment une question qui est de plus en plus flagrante, et je trouve avec cette crise, on l'a vu, c'est qu'il y en a qui sont en capacité de se prémunir pour leur santé, de se prémunir de ce que la planète à grande échelle va nous faire tomber dessus. Les inondations en sont encore un exemple. Qui a été le plus touché par les inondations? Si on regarde le niveau de revenus, les choses sont assez claires. Ce sont vraiment les personnes les plus vulnérables. Donc même dans notre pays, donc à l'échelle du monde, ce qu'on voit à l'échelle du monde est en train de se prouver à l'échelle de notre pays. Et donc je dis souvent qu'il y a la crise évidemment économique, donc l'écart entre les plus riches et les plus pauvres. Mais ce que je crains le plus, c'est qu'une crise, une fracture écologique se mette en place dans nos sociétés, avec d'un côté tous ceux qui ont les moyens d'acheter des magnifiques vélos électriques pour conduire leurs enfants à l'école, d'utiliser des voitures partagées qui coûtent relativement cher, d'aller au marché bio, d'acheter même éthique, et puis tous ceux dont le portefeuille ne le permet pas, et qui vont continuer avec des voitures polluantes, des lasagnes pas chères,
et des magasins rue Neuve à des prix qui défient toute concurrence et qui sont des produits, en effet, produits par des sociétés très polluantes et très peu respectueuses des droits humains. Et ça, c'est quelque chose qui nous fait peur, parce qu'on voit aussi que la préoccupation écologique, elle est partout, elle est parfois même encore plus dans les populations les plus vulnérables, qui subissent de plein fouet aussi parfois la stigmatisation à l'école. Et donc pour moi, pour recréer une normalité, peut-être qu'une première étape, ce serait de réussir à faire passer l'idée que quand on prend une décision pour une population, on ne la prenne pas avec pour référence une famille dite normale, de classe moyenne, avec des parents non séparés, 2 enfants et un jardin, mais que pour chaque décision qu'on prenne, on prenne comme référence une famille monoparentale, précaire, et qu'on regarde cette décision-là que le gouvernement décide de prendre, quel impact va-t-elle avoir sur la précarité, et si on mesure que cette décision n'est pas tenable pour les publics vulnérables et qu'elle va renforcer les inégalités, eh bien il y a 2 options. Soit l'option de se dire, alors on va prendre des mesures compensatoires, on voit pour l'énergie, des chèques énergie, des chèques ceci, des chèques cela. Soit on se dit, eh bien si la proposition ne passe pas la rampe d'une proposition qui est jouable pour les publics les plus précaires et qui en plus n'accentue pas les précarités, alors on le fait. Si ça ne passe pas la rampe, on ne le fait pas. On ne la prend pas. On repense la proposition. Aujourd'hui, trop souvent, et aussi avec l'excuse de l'urgence, on se dit, on fait ça, oui, ok, c'est pas jouable pour les publics les plus précaires, mais on trouvera des mesures compensatoires. Et puis, au mieux, on en trouve, au plus souvent, ces mesures compensatoires sont un peu laissées. On les laisse comme ça, tomber dans le ravin, et puis tout le monde oublie. Et pendant la crise, il y a je me souviens d'un moment très très concret où on est à la table du groupe d'experts et on dit qu'on va demander aux gens de retourner au travail et que tous ceux qui peuvent, donc on regardait les secteurs et que il y aurait d'une part des gens qui devraient retourner, des secteurs qui allaient réouvrir, et puis tous ceux qui pourraient aller en télétravail. Et puis je dis, les écoles, elles sont toujours fermées, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et je réalise que pour les gens autour de la table, ce n'est pas un sujet. C'est un non-sujet. Pourquoi? Parce qu'il existe des congés parentaux, et donc les gens se débrouilleront avec ça. Donc, en fait, régulièrement, je pense qu'il y a une difficulté majeure, c'est que les personnes qui prennent ces décisions ou qui proposent ces décisions sont des gens qui ne vont pas vivre les conséquences de ces décisions dans leur chair. Et ça pour moi, c'est vraiment très très fort. On le sent. Je trouve que plus on se rapproche du pouvoir, plus on le sent, que les gens qui sont au pouvoir ne vivent pas les décisions qu'ils prennent. Ils ne vont pas subir les conséquences des décisions qu'ils prennent. Et que l'invitation, alors je l'ai dit de manière un peu brutale peut-être dans un podcast d'Arnaud Reussen sur la démocratie, les oubliés de la démocratie, je dis pas que j'avais dit dans le podcast, je trouve que tout le monde devrait passer au moins une semaine dans la salle d'attente d'un service social. J'aurais dû le dire autrement. J'aurais dû le dire que moi, ce qui m'aide dans ma pratique aujourd'hui, c'est de me rappeler toutes les conversations que j'ai eues dans les salles d'attente des services sociaux. Et que moi, comme en effet je ne vis pas la précarité, je ne la vis pas au quotidien, ce qui m'aide dans mon travail, c'est régulièrement de me replonger dans ce que les gens m'ont dit de leur réalité pour pouvoir m'inspirer pour mon travail. Et je trouve que, effectivement, cette part, alors je vais dire sensible, cette capacité à se mettre à la place, même quand on est tout en haut dans les sphères du politique, je trouve qu'elle devrait être encouragée. Alors, je trouve que les tableaux Excel sont très importants, les chiffres sont très importants, effectivement, mais de vraiment, et quand je dis vraiment, c'est vraiment prendre la mesure de l'impact des décisions qu'on prend, je trouve que c'est un temps qui n'est pas pris.
Je l'ai raconté aussi pendant la crise. J'ai été amenée à travailler comme jamais, énormément. À être dans la productivité du jour au lendemain, comme ça, plongée dans un monde qui n'était pas tout à fait le mien, avec 9 autres experts, à travailler jour et nuit, au moins pendant 2 mois et demi. Donc j'ai dû quitter quasi tout à fait ma sphère familiale et laisser à mon mari le soin de prendre soin de nos enfants. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à partir d'un moment, il y a quelque chose qui a commencé à dérailler chez moi. Ça veut dire que j'étais tellement prise dans cette productivité. Donc ça voulait dire qu'on était là, on rédigeait des rapports tous les X et puis on les présentait au gouvernement, puis le gouvernement réagissait, etc. Qu'en fait, à un moment donné, je n'étais plus du tout connectée à ma part émotionnelle. Alors, vous allez me dire que vient faire la part émotionnelle dans des décisions importantes de ce pays. Eh bien, en tout cas, alors peut-être que ma petite expérience n'est pas celle, mais je me suis dit que peut-être que ce que je vivais à ma petite échelle, d'autres le vivaient dans des sphères politiques. C'est qu'à un moment donné, on n'est plus en capacité d'entendre ce qui se joue pour des gens quand on n'a pas de solution directe à leur proposer. Et qu'est-ce qui s'est passé à la table du groupe d'experts? Quand on venait avec une problématique, il fallait venir avec une solution. Si on n'avait pas de solution, et personne n'a dit ça, mais ça s'est vécu. Ça veut dire qu'on disait, mais écoutez, on a là des travailleurs sociaux sur le terrain qui ne sont pas protégés, etc. Hein. Ok, mais quelle est la solution? Il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de matériel. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc, tout le temps, on parlait des maisons de repos, de la solitude. Oui, mais ok, mais il n'y a pas de solution. Donc, ok, on met le point de côté. Et en fait, dans des moments d'urgence comme ça, et à un moment donné, moi-même, j'étais harcelée de coups de fil. Alors, je dis harcelée dans le bon terme, hein, ça veut dire énormément de gens qui bossent en prison, qui bossent justement sur les questions de handicap, sur les questions de la petite enfance, sur les questions de la vieillesse, me téléphonaient. Hein, on avait un autre expert autour de la table, Johnny Tace, qui lui représentait les patrons. Il était aussi harcelé par les propriétaires de saunas privés, Francorchamps, enfin tout ça. On était chacun harcelé de son côté, mais moi-même, je n'arrivais plus en fait à être à l'écoute parce que je me sentais impuissante. Parce que tout ça ne rentrait pas dans les tableaux Excel. On était accompagné par 3 consultants d'une société de consultance qui s'appelle McKinsey. Et donc, tout ce qu'on amenait devait être chiffré. Et donc, je me souviens à un moment donné où je dis, mais si la culture reste fermée, il faudrait au moins que le socio-culturel puisse rouvrir. Toute cette partie du culturel qui est importante pour les quartiers, pour les gens, pour dialoguer, pour parler, etc. Et la première réaction que j'ai eue, c'est ça fait combien de travailleurs, combien de contacts par semaine, et donc combien de contaminations potentielles? En fait, je ne savais pas. La ministre de la Culture elle-même ne savait pas exactement à l'échelle du pays combien de travailleurs du socio-culturel, et en plus, combien d'activités. Mais on sait bien, c'est comme dans l'éducation permanente, c'est comme dans le travail communautaire. On sait bien qu'on va lancer une activité, combien de personnes vont venir, pas venir. Tout ça, c'est de l'humain, ça ne se chiffre pas. Et donc, parce que ça ne se chiffre pas, ou alors on invente à un moment donné. Ce qui m'est arrivé de faire, je me suis dit, je vais faire comme les autres, en fait, je vais inventer, comme ça, pour pouvoir avancer. Mais c'est là qu'on se rend compte de la difficulté de rendre légitime toutes ces questions humaines, en fait, dans une crise. De la rendre légitime et d'y porter vraiment une attention. Et qu'en fait, on portait plus une attention à ce qui était facile, ouvrir, fermer. Je vais m'arrêter là parce que je pourrais donner des heures d'exemples, mais on en parlera peut-être pendant... Hop là. Non, 11h15, c'est pas possible. Bon, allez, je vais encore vous dire 2 choses qui vous serviront peut-être pour la... J'ai rien dit en fait. Catastrophe. Alors, 2 choses que je voulais dire, c'est que par rapport à la vérité, je lisais dans... Je voudrais dire que, et je reprends les mots de Florence Kémax, qui est philosophe à l'Université de Liège, qui disait dans le podcast de nouveau d'Arnaud Reussen, Démocratie en question sur les inondations, elle dit « Notre problème aujourd'hui, il ne se situe pas au niveau des vérités, il se situe à notre incapacité
d'accepter notre ignorance sur beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et sur ce virus, entre autres. Et certains experts le disent, il faut accepter qu'il y a toute une série de choses sur lesquelles on tâtonne. On a avancé à tâtons. Oui. Nous ne sommes pas avec des vérités. On n'est pas dans la science, on est dans la recherche. Et ça, je pense que... Et même chose sur le climat, les inondations. Comment pouvoir mettre au cœur de nos réflexions la part de certitude, mais aussi la part d'ignorance. Et alors, la dernière chose... Allez, encore 2 dernières choses. Sur la question de la liberté. Donc, je voyais la liberté, dictature, etc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les sociétés néolibérales ont été tellement puissantes que même, oserais-je dire, dans des franges de la gauche, on entend des gens qui pensent que leur liberté est plus importante que les solidarités. C'est énormément. Et je reviendrai aussi sur ce que Florence Kémax disait, il va falloir repenser nos libertés collectivement. On ne peut plus continuer en se disant le marché est libre de mal produire, de produire de la malbouffe. Nous sommes libres de voyager comme on veut, de prendre l'avion. Ryanair est libre de faire les prix qu'il... Ce n'est pas possible si on continue comme ça. Parce qu'en plus, comme je le dis, c'est des libertés pour certains, mais des conséquences pour d'autres. Donc il va falloir faire un débat démocratique et se remettre d'accord sur nos libertés, parce que probablement que pour que la société puisse continuer à avancer, il va falloir restreindre nos libertés pour plus de solidarité, sachant qu'il y a une série de personnes, et ça je trouve que pendant la crise, ça s'est très fort vu, il y a beaucoup de gens qui ont des libertés restreintes depuis longtemps, hein. Liberté de consommer, leur liberté de se déplacer, de partir en voyage, d'avoir des loisirs, etc. Mais j'ai envie de dire, il y avait évidemment toute une série de personnes qui les dénonçaient, mais la majeure partie des gens n'en avaient à peu près rien à cirer, jusqu'à ce que les classes moyennes soient touchées par des restrictions de liberté, et que là, ça devienne évidemment un grand problème, hein, alors que les autres étaient déjà dans l'eau depuis longtemps, mais quand la vague a touché le bout des pieds des classes moyennes, on a dit « Attention, nos jeunes, nos libertés, regardez ce qu'ils vivent, décrochage scolaire ». Je dis ben, vous savez, il y a certains quartiers où ça se vit depuis très longtemps. On aurait été ravis de vous voir ensemble dans la rue quand les violences policières contre le jeune Adil ont été aussi dramatiques qu'on le sait. Si vous aviez pu être aussi nombreux qu'au Bois de la Cambre, on en aurait été ravis. Et la toute dernière chose que je voulais dire, c'est plutôt par rapport à des enjeux de travail social. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Le faible taux de vaccination sur lequel... on travaille à la Fédération des services sociaux, pour nous est révélateur d'une désaffiliation beaucoup plus large. Hein, souvent, les quartiers où le taux de vaccination est faible sont les quartiers où la désaffiliation est énorme. Si vous avez lu l'article dans la revue Nouvelle de Renaud Maas, entre autres sociologues et plein d'autres choses, qui a interrogé des jeunes de Molenbeek, les jeunes ils disent « Attendez, moi j'ai les dents pourries depuis 10 ans, personne n'en a rien à cirer, ma mère a une santé exécrable, on n'arrive plus à payer nos soins en hôpitaux, personne n'en a rien à cirer. » Et tout à coup, on nous dit « Allez vous faire vacciner, 11 millions, on est une équipe. » Mais ils disent « Mais nous, on ne fait pas partie de l'équipe depuis si longtemps. » Tout à coup, on s'intéresse à nous parce qu'on se dit qu'on doit protéger les personnes vulnérables. Mais nous, qui nous protège depuis longtemps? Et donc aujourd'hui, il y a un gros enjeu, c'est qu'il faut réparer la démocratie, il faut la réparer à petite échelle, localement, petit à petit, parce qu'on est la démocratie est dans un état déplorable. Et ce qui est assez dramatique, c'est cette crise a renforcé ça, d'abord parce que les discours officiels étaient tout à fait déconnectés de la réalité, mais aussi parce qu'avec la digitalisation des services, etc., les gens, même la démocratie de proximité par rapport à votre CPS, votre commune, votre mutuelle, est devenue infaisable. Et donc si on n'arrive pas, ça c'est vraiment quelque part les premiers acteurs qui sont le reflet de l'État. Si ces acteurs-là ne sont pas accessibles, eh bien, on se dit que vraiment personne ne fait cas de votre situation et donc vous vous excluez de la société. Et donc cette vaccination, c'est un élément parmi d'autres, mais on a une désaffiliation très très importante. Voilà, le reste viendra dans les discussions après la pause. Merci et voilà. Merci beaucoup, Céline, pour cette parole. Je reconnais ton franc-parler, bien ancré dans les réalités des classes populaires. On aura l'occasion d'échanger tout à l'heure, donc n'oubliez pas de poser vos éventuelles questions sur le petit papier jaune. Si vous avez du mal à noter ou quoi, vous le dites à l'oreille des animatrices. Et on soufflera les questions tout à l'heure à Céline. Un grand merci. Voilà, ça donne à penser. Alors, il y a une pause café qui est prévue à l'étage.
On reprend vers, soyons précis, 11h30. Voilà, donc vous avez le temps d'aller prendre un petit café et de revenir. Et si vous avez des questions, c'est mieux de les poser avant la pause. Enfin, de venir nous les déposer avant la pause. Comme ça, on a le temps de les trier. Alors, une dernière précision avant de vous lâcher, c'est qu'après la pause, pour ne pas que ce soit toujours les mêmes qui est Céline par vidéo interposée, on propose que ce groupe-ci retourne dans le local à côté et que le local à côté, s'il m'entend encore, vienne ici. Voilà. Merci, c'est le partage, hein. On se partage Céline comme on peut aujourd'hui. Bon café.